violence antisémite. Les orages ont été meurtriers hier. Une mini-tornade a tué un vacancier de 50 ans en Ardèche et une campeuse néerlandaise dans le Gard. Payez ce que vous voulez, c'est une autre façon de fixer les prix. 5 hôtels parisiens lancent la formule aujourd'hui. Reportage dans ce journal. Les femmes oubliées de la médecine, la recherche ne prend pas assez en compte la différence des sexes. Conséquence, les femmes subissent 2 fois plus d'effets indésirables que les hommes. Tous les détails dans notre journal. Vive la lecture en maillot de bain. Les bibliothèques de plage n'ont plus à démontrer leur succès. Écoutez cette jeune fille convaincue. J'aime bien, c'est tranquille. Et quand on s'ennuie sur la plage, on peut venir pour faire des coloriages, on peut venir lire et on est à l'ombre. Voilà, elle restera à l'ombre cet après-midi. La météo, pas mal d'orages encore sur la France, même si le beau temps revient par l'ouest. Plusieurs manifestations pro-palestiniennes avaient lieu hier en France. L'une d'elles a dégénéré à Sarcelles, en banlieue parisienne, une ville connue habituellement pour sa cohabitation apaisée entre communautés. Mais hier, la violence a surgi en marge du défilé qui avait été interdit par les autorités. Le ministre de l'Intérieur dénonce des actes antisémites. Sur place, Manon Bougot, Peggy Moget et Marc Félix. Devant l'ampleur des dégâts, cette habitante de Sarcelles ne peut retenir sa peine. Qu'est-ce que vous ressentez, madame? De la haine. Juste un mot et des larmes. Autour d'elle, des commerces incendiés. La majorité sont tenus par des membres de la communauté juive. De cette pharmacie, il ne reste plus rien. Sur la même place, la pizzeria a elle aussi été prise pour cible. Son propriétaire constate les dégâts impuissants. Je ne comprends pas cette attitude parce que nous, comme je vous disais, on n'a jamais eu de problème avec la communauté. On n'a jamais, depuis 30 ans, depuis 35 ans, il y a eu tous les conflits du monde. On n'a jamais eu un problème dans la ville. Sarcelles, une ville cosmopolite où 15 000 juifs côtoient le reste de la population en partie musulmane. Mais ce matin, dans ce café tenu par des membres de la communauté juive, c'est la peur qui domine. Des habitants inquiets prennent à partie le maire de la ville. J'ai pas dormi la nuit, je veux des garanties. Hier, la manifestation pourtant interdite a débuté dans le calme. Mais très vite, les organisateurs sentent que le rassemblement leur échappe. Ils tentent de disperser la foule. Mais rien n'y fait. En quelques minutes, Sarcelles devient le théâtre d'une guérilla urbaine. 5 heures d'affrontement au total. Ce matin, le ministre de l'Intérieur s'est déplacé à Sarcelles. Il a fermement condamné ces actes de violence. Il est normal dans la République que l'on puisse manifester, mais il est intolérable que l'on s'en prenne à des synagogues ou à des commerces parce qu'ils sont tenus par des juifs. Rien ne peut justifier l'antisémitisme. Aujourd'hui, le calme est revenu à Sarcelles. 2 nouveaux rassemblements pro-palestiniens sont prévus mercredi et samedi à Paris. Le Premier ministre Manuel Valls affiche sa fermeté sur la question depuis les premières manifestations violentes. Il était en visite dans la Drôme ce matin pour la commémoration du massacre de Vassieux en Vercors. Écoutez-le. Rien en France, pays de liberté, qui soutient le processus de paix au Proche-Orient, rien ne peut justifier la violence. Rien ne peut justifier qu'on s'en prenne à des synagogues et à des épiceries, à des magasins, à des institutions juives. Rien de cela ne peut le justifier. Le Grand Soir 3 attend votre avis sur le sujet. Gaza, craignez-vous une contagion de la violence en France? Vous pouvez répondre sur le site France TV Info en partenariat avec l'internaute.com. Sur la bande de Gaza, les bombardements continuent. La journée d'hier a été la plus meurtrière depuis le début du conflit. Plus de 120 Palestiniens ont été tués. 13 soldats israéliens sont morts. Le secrétaire général de l'ONU plaide pour faire cesser ce qu'il appelle un bain de sang. Mais pour le moment, toutes les tentatives diplomatiques restent vaines. Régis Nussbaum. De violentes explosions dans la bande de Gaza. Les bombardements continuent ce matin sur l'enclave palestinienne. Raid de l'aviation, tirs de blindés israéliens contre certains quartiers de la ville de Gaza. 9 Palestiniens d'une même famille, dont 4 enfants, ont été tués dans la ville de Rafah et des habitations détruites. Ils nous ont bombardés sans aucun avertissement, à minuit et à 2 heures du matin. Il n'y a aucune activité politique ou militaire ici. Nous sommes des gens civilisés. Quel crime a-t-on commis? Plus tôt, la nuit dernière, des cris de joie ont éclaté dans les rues de Gaza et de Cisjordanie. La branche armée du Hamas
venait d'annoncer la capture d'un soldat israélien lors de combats à Gaza. Nous avons capturé un soldat israélien. Il s'appelle Shaul Aaron. Il va nous servir dans les négociations pour faire libérer nos prisonniers. L'enlèvement du soldat Shaul Aaron a été démenti par l'armée israélienne qui annonce avoir tué ce matin plus de 10 attaquants qui tentaient de s'infiltrer en Israël. Plusieurs dizaines de tunnels ont été détruits le long de la frontière séparant la bande de Gaza du territoire israélien. Pendant ce temps, les blessés et les victimes continuent d'affluer dans les hôpitaux de Gaza. Plus de 500 Palestiniens ont été tués depuis le début de l'offensive israélienne, dont 140 pour la seule journée d'hier. En Ukraine, les enquêteurs néerlandais sont enfin arrivés près des lieux du crash. Ils ont pu examiner des corps ce matin. Cela fait 4 jours maintenant que l'avion de la Malaysia Airlines a été abattu par un missile. La situation sur place est toujours très chaotique. On fait le point avec Bertrand Boyer. Attention, certaines images sont particulièrement difficiles. En pleine nuit noire, une scène macabre. Ces séparatistes pro-russes déchargent sommairement les dépouilles de victimes du vol MH17. Ces wagons sont censés être réfrigérés, mais ces hommes doivent se protéger des émanations avec des masques. Ces personnes devraient être enterrées correctement. Nous sommes slaves. Ils devraient être enterrés dans leur pays. En gare de Torez, à proximité de la frontière russe, cette morgue improvisée soulève l'indignation internationale. Ce matin, ces spécialistes néerlandais de l'identification des victimes sont arrivés dans l'Est ukrainien. Pour la première fois, ils ont pu commencer à examiner des corps. Sur les lieux du crash, les experts de l'OSCE ont eu accès aux débris quelques heures après l'intervention du président russe, promettant un accès au site sans entrave. Il faut absolument tout faire pour une sécurité totale et absolue et garantir des corridors nécessaires à ces travaux. À Kiev, au pied de l'ambassade de Hollande, dont 193 ressortissants étaient à bord, les habitants sont venus déposer des fleurs et témoignages de solidarité. Là, c'est le sang des innocents européens et de l'Ukraine. C'est pourquoi mes larmes coulent comme une rivière. Le gouvernement ukrainien se dit prêt à confier l'enquête internationale aux Pays-Bas. La Hollande qui réclame de son côté que les trains contenant les corps soient autorisés au plus vite à regagner les territoires contrôlés par l'Ukraine. Et nul doute que le travail des enquêteurs sera compliqué par l'aggravation des combats. Ce midi, d'intenses tirs d'artillerie ont eu lieu dans le quartier de la gare de Donetsk. Les forces ukrainiennes veulent reprendre la ville aux séparatistes pro-russes. On ne sait pas pour le moment s'il y a des victimes à déplorer. En France, les orages ont frappé violemment hier, particulièrement dans le sud-est où ils ont été meurtriers. Vous le voyez à la une du quotidien Vaucluse Matin avec cette caravane littéralement écrasée sous les arbres. Dans le Gard, une vacancière hollandaise a perdu la vie dans le camping où elle résidait. Et dans l'Ardèche, c'est un touriste français qui a été écrasé sous un arbre. Reportage ce matin avec Benjamin Delombre, Sophie Valzecchi et Hugo Chaplon. La tâche est colossale. Depuis ce matin, pompiers et techniciens déblaient ce camping ardéchois. Il leur faudra des jours pour faire disparaître les ravages de la mini-tornade d'hier. Il y a environ 170 emplacements dégagés et également dégager les caravanes qui sont sous les arbres, donc pour qu'on puisse soit les faire enlever par des professionnels, soit que les gens puissent les récupérer. 16h hier après-midi, orage de grêle et vents violents s'abattent aux confins de l'Ardèche et du Gard. 15 minutes d'un spectacle dantesque. J'ai entendu deux gros booms, c'était vraiment impressionnant, ça a fait peur. Et puis après la pluie, il y a eu du vent, beaucoup de vent. La tempête n'a laissé aucune chance à 2 campeurs, morts écrasés par des chutes d'arbres. 5 autres personnes ont été blessées par les intempéries. Par mesure de sécurité, plusieurs campings de la région ont dû être évacués, parfois en catastrophe, comme pour ce touriste du Nord. Vous savez où vous allez là ? On suit le convoi, on ne sait pas, on est perdu là. On a tout perdu. Dans l'urgence, les communes des alentours ont mis à disposition leurs salles de sport pour accueillir ces naufragés de la tornade. Au total, 200 campeurs ont dû être relogés pour la nuit.
En Haute-Normandie, les pluies et la grêle ont causé beaucoup de dégâts ce week-end. À Pont-Audemer, dans l'Eure, des cerfs en ont fait les frais. C'est un reportage de Virginie Ducroquet et Stéphane Lotte. Bruno Brière a tout perdu. Son exploitation horticole est dévastée. Samedi soir, l'orage a violemment déversé une pluie de grêlons gros comme cela. Les 7000 mètres carrés de serre se sont brisés dans un terrible fracas. La surface, en l'espace d'une minute, tout était au sol. Là, il n'y a pas eu de blessés. C'était déjà une bonne chose. Mais là, aller dans les serres, faut pas y aller. Hein. Le carreau, s'il tombe à champ, vous voyez toutes les miettes. L'activité économique est réduite à néant. Les 50 000 plantes ont été hachées menues. Endetté à 75%, l'horticulteur attend le secours des banques et des assurances. Faire l'inventaire de tout ce qui a été endommagé et puis on va avoir des premières directives dès qu'on a une visite de reconnaissance d'expert, puis de quelqu'un du siège. Ça va se faire assez vite, oui. Si l'assurance ne prenne pas en charge, pas la totalité, mais disons 80 à 90%, moi je peux pas. Là, je peux pas refaire un nouveau prêt. Ce serait le dépôt de bilan ? C'est le dépôt de bilan. Hein. Bruno Brière est aussi inquiet pour les salariés de son entreprise. Pas question de déblayer avant le passage des experts. 9 personnes risquent d'être au chômage technique. L'enquête n'a pas traîné à Millau après l'agression à la machette hier de 3 internationaux de rugby. 4 jeunes connus des services de police ont été arrêtés hier soir. Ils sont soupçonnés d'avoir attaqué les joueurs de Clermont-Ferrand à la sortie d'une boîte de nuit tôt dimanche matin. Benjamin Kaiser et Aurélien Rougerie s'en sortent bien, mais Julien Pierre devrait être opéré à la hanche pour soigner des coupures profondes. L'économie à présent avec cette mesure qui fait bondir pas mal d'élus locaux. Les collectivités territoriales doivent faire 11 milliards de coupes budgétaires d'ici 2017. C'est l'objectif fixé par le gouvernement pour réduire les déficits. Sur le terrain, les maires se mobilisent. Regardez l'exemple de cette commune de Seine-et-Marne avec Antoine Védéier et Xavier Roman. Sur les rives de la Marne, à 60 km de Paris, Trilleport et ses 5000 habitants. Depuis un an, l'État a déjà réduit sa dotation à la commune. Le maire a dû stopper certains chantiers. L'éclairage, par exemple, qui coûte très cher à la ville. Il a fallu arrêter d'installer des lampadaires à économie d'énergie. Nous avons donc rénové tout cet éclairage de ce secteur pour faire des économies. Nous avons été obligés, faute de budget, d'arrêter cette rénovation à cet endroit. Et donc, nous avons maintenant toujours cet éclairage qui nous coûte chaque année de l'argent. De la même manière, faute de moyens, les travaux d'isolation de ce gymnase ont dû être suspendus. On a réhabilité un ancien gymnase, faire 3 plateaux sportifs, etc., avec des règles environnementales pour faire des économies, notamment au niveau de l'isolation. Manque d'autofinancement, on a été obligé d'arrêter l'isolation du bâtiment pour 60 000 € qui nous manquent aujourd'hui, qui ne sont plus une priorité. Comme Trilleport, la plupart des communes s'inquiètent des nouvelles restrictions budgétaires annoncées par le gouvernement. 11 milliards d'euros d'économies en 3 ans. Un défi impossible pour l'Association des maires de France. C'est annonciateur de la fermeture de services publics, aussi bien en zone urbaine qu'en zone rurale, de réduction d'ouverture, de délai d'ouverture de crèches, de réduction d'ouverture de bibliothèques, d'équipements culturels. C'est quelque chose que nous ne pouvons pas supporter si nous voulons conserver le même niveau de service public. La ville de Trilleport a fait les comptes. Un budget amputé de 200 000 € sur 3 ans. Dans ces conditions, la décision a déjà été prise. Il n'y aura pas de cantine scolaire les mercredis à midi. À suivre dans ce 12-13, les femmes plus sensibles que les hommes face aux médicaments. Les doses standards sont souvent trop fortes pour elles. Toutes les explications dans un instant. Et puis, dans la masse de tous les festivals de l'été, nous avons choisi l'un des plus familiaux. Vous allez le voir, ça se passe dans le Var. Dans le commerce, tous les moyens sont bons pour faire parler de soi. En voilà un qui paraît séduisant pour le consommateur, c'est le principe du payer ce que vous voulez. Il se développe en France et cette fois, ce sont 5 hôtels parisiens qui demandent à leurs clients de fixer les prix eux-mêmes. Clara Carrasquera et Yves de Wulf. Avant de choisir son prix, le client est invité à remplir un questionnaire. Que pense-t-il de l'accueil, du confort ou encore de la propreté ? Pour une chambre avec petit déjeuner, il faut débourser en moyenne 180 € dans cet hôtel 4 étoiles.
Ce client honnête n'a pas l'intention de faire baisser les prix. Il faut être juste. Je paierai le prix affiché, voire un peu plus parce que j'aime particulièrement l'ambiance de cet hôtel. C'est un peu comme le pourboire qu'on donne dans un restaurant. Pour participer à l'opération Payez ce que vous voulez, il faut s'inscrire sur un site internet. 5 établissements parisiens ont joué le jeu. Un beau coup de pub, même si certains clients pourraient profiter de la situation. Moi, je n'ai pas de souci avec ça si le client est foncièrement honnête. C'est-à-dire que si le client est vraiment honnête dans sa démarche et qu'il y a un certain nombre de choses qui ne lui ont pas plu et que pour lui, c'est des choses capitales, des éléments capitaux de la prestation et que il considère que notre prestation, elle vaut 30 € et qu'il paye 30 €, j'ai pas de souci. Si il est mauvais joueur, ça me pose un autre problème. Mais ça, on verra. Une manière aussi de remplir les hôtels pendant une saison plutôt creuse. L'opération va durer jusqu'au 10 août et pourrait être renouvelée si les hôteliers sont satisfaits. Les médecins et les chercheurs seraient-ils sexistes? C'est ce qu'affirme Science et Vie. Selon le magazine, plusieurs études prouvent que les femmes ne sont pas assez prises en compte dans les recherches et les traitements. Pour résumer, les hommes sont mieux soignés que les femmes. C'est cela, Pascal Manzagol? En effet, un seul exemple. Une étude canadienne montre qu'il y a en moyenne un retard de 10 minutes dans la prise en charge d'une crise cardiaque quand il s'agit d'une femme. Tout simplement parce que le personnel médical va d'abord penser à une crise d'angoisse avant d'envisager l'infarctus, tout simplement parce que les symptômes ne sont pas les mêmes pour les hommes et pour les femmes. Plus généralement, les femmes ne répondent pas de la même façon au traitement que les hommes. L'aspirine à faible dose protège le cœur des hommes, pas celui des femmes. Celles-ci réagissent plus au vaccin, une demi-dose donc suffirait. Et pour ces raisons, les femmes souffrent 2 fois plus d'effets indésirables que les hommes. Alors, la différence est énorme. Comment on l'explique ? Eh bien, la recherche prend très peu en compte le sexe. Encore 75% des études sur les cellules ne font pas de différence. Les laboratoires choisissent surtout des souris mâles pour leurs tests. Et enfin, les femmes participent moins aux essais cliniques pour les infarctus, par exemple, alors qu'elles en souffrent autant que les hommes. Ok, merci Pascal Manzagol pour toutes ces précisions. Et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez lire l'article de Science et Vie. Vous le trouverez même sur la plage au Cap d'Agde. Là-bas, depuis 5 ans, chaque été, une bibliothèque est installée sur le sable et elle remporte un franc succès. Ambiance avec Alexandra Bucure et Anne Vaillant. Fabrique de tambourins. Les joueurs italiens sont venus Qu'avait donc jouer fait Vladimir avec des pour que le tambourins temps en peau de embellisse son cheval. œuvre plutôt que de l'altérer, demanda Jonathan en quittant les lieux. Je ne connais qu'une alchimie qui donne de la beauté à l'âge. Mantalo, le héros, c'est pas du pipeau. Nous sommes à quelques mètres de la Grande Bleue, sur la plage. Un lieu où les lecteurs plongent pourtant tête la première. Ouais, d'une manière générale, j'aime lire, surtout m'informer, me documenter. Donc j'ai découvert quelques ouvrages. Pour certains, ce sera l'actualité chaude. Pour d'autres, l'ombre d'une BD. 2400 ouvrages, de la lecture pour tous, des plus exigeants aux plus aventuriers. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir à disposition un grand nombre de livres, pas forcément que les livres qu'on a chez nous. Ça permet de découvrir, de savoir si un livre nous plaît ou non. On va pouvoir soit choisir de le continuer, soit en prendre un autre. J'aime bien, c'est tranquille. Et quand on s'ennuie sur la plage, on peut venir pour faire des coloriages, on peut venir lire et on est à l'ombre. Et ils sont de plus en plus nombreux à goûter à la lecture à la plage. Pour quelques minutes, pour quelques heures, un rendez-vous devenu en 5 ans incontournable. L'année dernière, nous avons accueilli 13 000 personnes sur le site. Ça a été vraiment une grosse affluence, une vraie demande, une grosse satisfaction de pouvoir lire sur la plage gratuitement. Un sable fin, un livre, quelques chaises longues. Pas de recette miracle pour la lecture à la plage. Juste quelques ingrédients très bien dosés. Le Tour de France arrive demain dans les Pyrénées avec jeudi l'étape entre Pau et Hautacam et l'ascension très attendue du Tourmalet. Une étape ouverte aux amateurs le week-end dernier. Plus de 10 000 cyclotouristes ont souffert sur les traces des champions. Reportage Mathieu Jarry et Éric Corvitz. Une marée humaine à l'assaut des Pyrénées. Près de 10 000 coureurs de plus de 80 nationalités sont alignés. Des amateurs qui ne manqueraient ce rendez-vous pour rien au monde.
C'est la seule course sur laquelle on peut rouler route fermée, quoi, hein. Pas de voiture, sécurisé. C'est magique et c'est vraiment un privilège de faire l'étape, la même étape que les pros. C'est une ambiance vraiment spéciale, déjà sur la ligne de départ et puis sur les routes et dans les villages qu'on traverse. Il y a l'enthousiasme du public français. C'est parti pour 148 km d'une étape courue pour le plaisir, mais aussi pour relever des défis. Après quelques côtes en guise d'échauffement, l'étape se corse subitement quand la pluie s'invite dans l'ascension du Tourmalet. Les conditions météo font que c'est particulièrement difficile. Des conditions dantesques, mais un plaisir décuplé une fois au sommet du mythique Tourmalet. Ça faisait longtemps depuis que j'ai commencé à pédaler que j'ai rêvé d'être ici et même avec l'orage qu'il y avait, ça fait plus épique la montée et maintenant, voilà, essayez pas de tomber à la descente et un rêve accompli. Une photo souvenir, une descente périlleuse vers Argelès-Gazost et dans des conditions météo plus clémentes, devant un public exalté comme pour les pros, ils en terminent par la dernière difficulté, la montée vers Otakam. J'ai un peu explosé, quoi. J'ai beaucoup marché, je me suis reposé. Mais bon, ça va, voilà, là ça fait 7h18. Je sais pas combien ça fait de moyenne, mais peu importe. L'objectif c'était d'aller au bout. Un peu moins de 5 heures pour aller au bout pour les plus rapides. Les derniers coureurs, eux, en termineront plus de 10 heures après le départ. En été, il y a les festivals géants comme les Francopholies ou les Vieilles Charrues, mais il y a aussi les rendez-vous plus familiaux, un peu cachés dans des lieux magnifiques. Nathalie Ether et Noé Salem ont choisi de nous emmener à Puget-sur-Argens, dans le Var, où l'on accueille les artistes et le public comme à la maison. C'est un lieu enchanteur, perdu dans les vignes et les pins. Pendant longtemps, les stars du domaine, c'étaient les cigales. Et puis un jour, tout a changé. Au mât des escaravatiers, c'est l'heure des répétitions. Lui, c'est Sébastien, maître des lieux et fondateur du festival. Vous les gars, c'est bon, c'est nickel. L'aventure a commencé il y a 12 ans. Aujourd'hui, ce sont près d'une 60aine d'artistes qui se produisent chaque été ici. On a gardé au fur et à mesure des années les affiches dédicacées des artistes qui sont venus ici. Yann Tiersen, c'était énorme, il a pété les cordes en plein concert. Arthur, il a plu. C'était sublime. La première date, c'était une expo d'artistes de la région. Et puis l'idée est venue de dire que les gens se sentaient bien dans ce jardin. Et puis pourquoi pas de la musique. Et puis un mois après, on a fait le premier concert. Une très bonne soirée, bonsoir. Un festival qui depuis s'est étoffé. Ils sont désormais plus de 15 000 à s'approprier chaque été ce lieu atypique et savent absolument pourquoi. On est là pour profiter de l'été dans un endroit superbe, en famille, entre amis, avec un verre de rosé et écouter de la bonne musique. Idem pour les artistes qui se voient offrir ici le gîte et le couvert. Recevoir le public comme les amis et les artistes comme la famille, c'est Higelin lui-même qui l'a dit. On est dans un cadre familial, c'est pas mal du tout. Ça change des festivals, des gros festivals. Il y a quelque chose de plus d'électrique. Ils ont de bons goûts musicaux. Je pense qu'on peut rarement voir des concerts dans un lieu pareil. Les festivités se termineront tard dans la nuit pour recommencer dès le lendemain. Au programme dans les prochains jours, le groupe Milky Chance, les Tatred ou encore la chanteuse Ayo. Ce sera le 7 août prochain. Avant de se quitter, un petit détour par la Trinité-sur-Mer en Bretagne, d'où nous vient l'image web du jour. Le soleil revient par l'ouest, vous en avez la preuve en image, et ça devrait durer jusqu'à samedi. Dans un instant, vous aurez toutes les prévisions de Jean-Marc Soamy, puis vous retrouverez le village départ du Tour de France en direct de Carcassonne. Prochain rendez-vous avec la rédaction nationale le 19-20, présenté par Marie-Sophie Lacaro. Très bel après-midi, à demain. Découvrez l'info minute par minute sur l'application et le site France TV Info. Il arrive, c'est jour de repos
pour les coureurs du Tour de France. Mais Village Départ est là, en direct de Carcassonne, avec un public magnifique. Et regardez notre plateau d'invités, je vais m'écarter pour eux. David Carrera, Patrick Fiori, Daniel Guichard, Pauline Esther, Gene Manson, ils sont tous là pour chanter avec vous. Il y a même Marcel, le champion d'ouverture d'huître qui se prépare un record. Et en cuisine, Sean Connery et Madame Doubtfire avec Karine. A tout de suite.